Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, j'accueille Fabrice Merlot, qui est auteur. Bonjour, monsieur Merlot. Bonjour, Farad. Tout d'abord, merci d'être venu. Je vous en prie, merci de votre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours avant de devenir écrivain et de ce qui vous a amené à créer des romans? Alors, j'ai un parcours plutôt littéraire parce que je suis historien de formation. Et donc, j'ai plutôt toujours été baigné dans une culture littéraire. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Mais de là à écrire, évidemment, il y a un pas. Finalement, je pense que ce sont les facilités actuelles qui permettent d'écrire et d'éditer qui m'ont permis de me lancer, même si j'ai mis beaucoup de temps avant de vraiment commencer. Mais voilà, l'occasion m'a été donnée lorsqu'un jour j'ai eu un livre entre les mains qui était celui d'un de mes collègues, et je me suis dit, bah, si lui l'a fait, pourquoi pas moi, au final. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des œuvres qui vous ont particulièrement influencé? Alors, le livre que j'ai écrit, c'est un peu la résultante de ce que moi j'aime bien lire, si vous voulez. J'aime bien lire les romans avec un caractère historique, pas nécessairement des livres d'histoire, j'en lis aussi bien entendu, mais des intrigues qui se situent, qui sont imaginaires et qui se situent dans un environnement historique. Et donc, j'aime beaucoup, par exemple, les ouvrages de Ken Follett, hein, pour prendre vraiment quelqu'un de très connu. Voilà, c'est un peu ce genre d'intrigue que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs séries comme ça qui m'ont marqué, qui traitent de différentes époques. La dernière qui me plaît beaucoup, c'est Le Bureau des Affaires Occultes, qui est une série de 4 ou 5 épisodes différents avec un personnage récurrent qui revient d'aventure en aventure. C'est ça qui m'inspire et que j'aimerais faire avec cette série qui commence avec un premier roman, mais le deuxième est en préparation. Et vous avez écrit Les Secrets du Phénix, est-ce que vous pouvez en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est l'histoire d'un jeune diplomate belge qui s'appelle Bertrand de Lescaille, qui a 22-23 ans et qui est en poste à Paris. L'histoire se déroule en 1884. Et donc, il mène une vie assez, ouais, assez facile à Paris. Il a un comportement un peu simple, un peu facile. Il mène une vie tranquille, mais qui ne plaît pas beaucoup à son ambassadeur. Il a une maîtresse. Et celle-ci lui demande de l'aide parce que le mari de la maîtresse a disparu en lui laissant une immense dette de jeu. Et le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est de retrouver le mari. Alors Bertrand, lui, au départ, n'est pas trop chaud à l'idée de se lancer dans cette enquête, mais finalement, il accepte. Je ne vous dévoile pas pourquoi dès le départ. Et ce qui devait être une simple recherche, finalement, se transforme en véritable spirale infernale où il est confronté à des meurtres, bien entendu. Il faut toujours qu'il y ait des meurtres dans ce genre d'histoire, mais également à un tripot un peu sordide. Il y a des scientifiques bizarres, il y a un orphelinat un peu étrange où il se passe des choses qu'on ne comprend pas bien. Et tout ça est lié à un mystérieux projet Phoenix, dont on ne sait rien, bien entendu, au cours de l'histoire, mais que Bertrand va devoir élucider pour pouvoir sauver sa peau, ça je peux le dire. Et ce qu'il va découvrir va non seulement bouleverser son propre destin à lui, parce qu'il va découvrir des choses, il va avoir des révélations sur lui-même, mais ce qu'il va découvrir va même beaucoup plus loin, puisque ça peut avoir des répercussions même sur l'avenir de l'humanité. Et le projet Phénix, mystérieux, central de l'intrigue, évoque de nombreux éléments scientifiques et occultes. Comment est-ce que vous avez construit ce mélange de mystère et de réalisme historique? J'ai du mal à vous donner une réponse très précise. Ce sont des éléments qui viennent au fur et à mesure de l'écriture et des recherches. Oui, j'avais envie de faire quelque chose qui tournait autour euh, d'un mystère qui allait mettre à mal l'histoire du monde, je vais dire. Mais alors, c'est au fur et à mesure des recherches que j'ai faites que j'ai pu mettre en relation des choses qui ont vraiment existé. Parce que je tiens à préciser que les éléments de contexte historique sont tout à fait réels. Des choses qui ont existé, mais qui n'ont pas de lien entre elles. L'intérêt de l'intrigue, c'est de mettre en relation des éléments qui ne sont pas liés, mais qui le deviennent par la force de l'intrigue. Et donc, c'est au fur et à mesure des recherches sur ce qui se passait à cette époque-là, sur la façon dont les choses évoluaient, dont on vivait simplement à cette époque-là, que les éléments me sont apparus. Et puis, c'est une sorte d'immense puzzle qui, au final, s'est mis en place devant mes yeux, sans même que je m'en rende compte. Et finalement, ça donne l'intrigue. Et quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés en écrivant ce premier tome? Le plus gros défi, c'est la procrastination. C'est terrible, c'est une force vraiment bien supérieure à toutes les autres et qui m'empêche de prendre mon ordinateur et de travailler.
Et donc, voilà, ça, c'est dans les défis d'écriture. Après, la difficulté, ça a quand même été de faire des recherches assez importantes, parce que ben, ancrer une histoire dans le passé, ça signifie devoir faire des recherches sur des éléments de vie quotidienne qu'aujourd'hui nous connaissons. Bien entendu, aujourd'hui, quand on va se déplacer d'un point A à un point B, ben, ça c'est simple, on n'a même pas besoin de l'écrire. Mais à l'époque, comment faisait-on? Est-ce qu'il y avait des chevaux, des charrettes, bon, bref, ce genre de choses? Comment s'habillait-on? Qu'est-ce qu'on mangeait? Voilà, c'est ces éléments-là qu'on n'apprend pas nécessairement aux études d'histoire que j'ai faites, mais ce sont des choses qu'il a fallu rechercher et qu'il a fallu intégrer dans le récit et qui prennent pas mal de temps parce que toute ligne qui est écrite doit, on doit veiller, je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas un anachronisme dedans, si vous voulez. Donc ça, c'est évidemment pas mal de recherches, mais c'est important, c'est intéressant, surtout pour moi aussi, de découvrir des choses que j'ignorais simplement avant de commencer l'écriture. Et vous l'avez écrit en combien de temps? Alors, si je dois être honnête avec vous, je suis toujours honnête, si je dois être honnête avec vous, bah, j'ai mis 2 ans et demi pour l'écrire à partir du moment où je me suis vraiment mis, mais l'idée, elle est apparue bien avant. Je ne sais même plus quelle année, tellement ça remonte à loin. Mais bon, c'est une idée qui trottait sans que je me donne toujours le temps ni le courage de me lancer. Et puis, à un moment, il a bien fallu s'y mettre. Et à partir de ce moment-là, vraiment, la préparation, la rédaction, et jusqu'au moment où le livre a été publié, ça a pris environ 2 ans et demi. C'est très long. Évidemment, l'intérêt, c'est que les erreurs que j'ai faites pour le premier, ben, j'espère ne pas les reproduire pour le deuxième. Donc, normalement, le deuxième devrait aller plus vite. Et comment est-ce que déroule votre processus d'écriture? Êtes-vous plutôt planificateur ou laissez-vous les personnages guider l'histoire au fur et à mesure? Alors ça a été une découverte pour moi aussi, parce que de nature, je suis plutôt quelqu'un d'organisé, de cartésien, donc planificateur. Euh, et dans mon idée, au moment de commencer, je pensais que j'allais me mettre devant ma table, devant mon ordinateur et commencer à élaborer un plan de A à Z, et puis je n'aurais plus qu'à le traduire en mots. Ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. D'une part parce que on ne s'assied pas devant son écran avec l'idée de vouloir faire un plan et que ça vienne comme ça. Il y a bien entendu des blocages. Et donc, le plan n'était pas du tout établi lorsque j'ai commencé à rédiger. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, le plan fatalement influençait l'écriture, mais que l'écriture et les personnages eux-mêmes avaient leur propre vie, ce qui m'était assez étranger comme idée au départ, et modifiaient le plan. Donc c'est un aller-retour entre l'écriture et le plan, qui a été une expérience assez troublante pour moi, qui essayait plutôt de planifier plein de choses. Mais là, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire lorsque quelqu'un explique que ces personnages guident l'histoire, guident le roman. C'est vrai, ce qu'on écrit au fur et à mesure, on se laisse un peu emporter par moments, et les personnages font eux-mêmes leur histoire, et nous, auteurs, si j'ose dire, on doit adapter le plan en conséquence. Ça, c'était très intéressant et instructif pour moi. Et comment gérez-vous la création d'un univers complexe avec autant de personnages et de sous-intrigues, tout en gardant le lecteur captivé? Alors, un de mes objectifs, j'en avais plusieurs, mais un de mes objectifs, c'était de construire une histoire qui tienne le lecteur en haleine, avec la volonté de donner l'envie de lire le chapitre suivant lorsqu'on est arrivé au bout du chapitre. On appelle la page turner en quelque sorte. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, modestement, en tout cas, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et donc, l'histoire en elle-même a été assez complexe à mettre en œuvre. Je vous ai expliqué hein, le plan d'écriture, donc ça a été assez difficile. Mais j'ai toujours gardé en tête cette volonté de vraiment en faire un découpage qui donne envie de lire à chaque fois la suite. Et donc, ben, c'est aussi en fonction des lectures que j'ai faites, qui m'ont sans doute beaucoup influencé, lectures de romans, mais également d'ouvrages de rédaction de romans. Je pense qu'on doit apprendre cela aussi, qui m'ont un peu appris comment faire, qui m'ont appris à disséminer les indices à gauche, à droite, pour que tout se rejoigne à la fin. Donc ça, c'était assez clair dans mon esprit, en tout cas sur la structure, mais après, sur la manière de l'écrire, là, c'est évidemment un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'était un de mes objectifs principaux d'avoir ce côté qui tient en haleine et de disséminer les éléments au fur et à mesure de manière subtile, si j'ose dire. Selon vous, quel rôle la littérature doit-elle jouer dans notre rapport à l'histoire et à l'imaginaire? Ouais, ça, c'est une grande question. Moi, mon souhait, mon deuxième objectif, si vous voulez, c'était de faire passer des émotions. Donc, euh, la volonté d'écriture, pour moi, c'est de procurer un plaisir chez le lecteur,
et c'est de davantage qu'autre chose, faire en sorte que, la personne qui lit aime ce qu'elle lise et a envie d'aller plus loin dans l'histoire. Alors, le lien avec l'histoire, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas être historien pour lire le livre. C'est un élément de contexte. Je pense que ce genre de roman, comme plein d'autres évidemment, permettent à des lecteurs de découvrir sans doute une époque, mais ça reste imaginaire, ça reste un roman. Donc je fais bien la différence entre ce qui est romanesque et le récit historique au sens scientifique du terme. Là, c'est totalement différent, bien entendu. J'ai pu faire les deux, si vous voulez. Et donc, on n'est pas du tout dans la même dimension. Mais si ça permet de faire en sorte que les personnes s'intéressent à une époque ou apprennent des éléments qui leur donnent envie d'aller plus loin dans les découvertes de certaines époques ou de certains événements, c'est pas mal. Ça peut être une porte d'entrée pour découvrir l'histoire avec un grand H, si je puis dire. Et qu'espériez-vous que les lecteurs retirent de Les Secrets du Phénix? Alors moi, j'ai pas un message à faire passer. Il n'y a pas un message politique derrière. Il n'y a pas un- une ambition autre que de passer un bon moment. Euh, c'est pour moi le plus important. C'est ce que je recherche quand je lis un livre. En général, quand je lis un roman en tout cas, c'est d'être arrivé au bout et de me dire, finalement, j'ai passé un bon moment, j'ai peut-être appris des choses, mais je suis passé par différentes émotions. Et c'est ça que je souhaite faire passer au travers de ce livre, c'est de faire en sorte que les personnes qui le lisent se disent, ça j'aime bien, ça me tient en haleine, qu'est-ce qui va se passer? Ce retournement-là, je ne l'ai pas vu venir. Comment le personnage principal va-t-il s'en sortir maintenant? Donc, si qu'il y ait des questionnements chez le lecteur, mais un questionnement fait d'émotion, fait d'envie d'en savoir plus, et qu'au final, j'espère que c'est le cas, les retours sont plutôt bons, mais qu'au final, les personnes qui referment le livre se disent ça, c'était quand même une chouette histoire, et s'il y a un deuxième, je le lirai bien. Donc, c'est vraiment ça, cette volonté de faire passer une émotion plus qu'un message ou quoi que ce soit. C'est vraiment divertir les gens, et je pense que pour moi, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de meilleure volonté, pas de meilleure ambition, je dirais, que celle-là. Et comment on peut se le procurer, le livre? Alors, le livre, il est disponible d'abord dans plusieurs librairies. Donc, en région liégeoise, il est disponible chez Pax, avisé à l'Oiseau Lire. Il est disponible sur Amazon également, amazon.fr, que ce soit en version brochée ou en version électronique. Et puis, il est disponible également sur mon site, fabrice-merlot.com. Il est en vente directement par ce biais-là, site sur lequel vous trouverez aussi pas mal d'autres informations sur le livre, sur l'époque, sur moi-même si ça vous intéresse, et sur la suite de ces aventures. Merci beaucoup Fabrice Merlot d'être venu et d'avoir partagé cette belle discussion C'est avec moi nous. qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une très belle semaine.